Vous avez vu l'épisode 4 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 1, et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordren, et aujourd'hui on fait un récap, décryptage, débrief de l'épisode 4 du Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de Pouvoir, il y a pas mal de choses à dire, alors c'est parti. Comme d'habitude, je vais vous faire un récap rapide des intrigues principales de cet épisode 4, et ensuite on partira sur le décryptage et les théories. L'épisode 4 s'ouvre sur la ruine de Numénor causée par les flots, une espèce de tsunami qui engloutit l'île de Numénor. On comprend très vite évidemment qu'il s'agit d'une vision de la reine régente Myriel, et il se trouve qu'elle est en train de dormir au moment où cette vision l'assaillit. Elle n'est pas du tout en train de toucher à Palantir, donc on s'imagine qu'elle a déjà vu cette vision quelque part, probablement dans un Palantir qu'on verra plus tard dans l'épisode 4, et que maintenant elle en fait des cauchemars tout simplement. Toujours aussi déterminée à retourner en Terre du Milieu pour aider les Terres du Sud et surtout pour mater Sauron et ses orques, Galadriel insiste à nouveau pour qu'on lui confie un contingent de soldats pour guerroyer en Terre du Milieu. Face à un nouveau refus de la reine Myriel, Galadriel insiste et exige tout simplement de voir le roi exilé Tar Palantir. C'en est trop pour la reine Myriel qui la jette au cachot, et on a une discussion entre Galadriel et Halbrand qui lui explique en fait que il y a quelque chose là. Si Myriel a décidé de la foutre en prison à ce moment-là et pas précédemment, c'est qu'il y a quelque chose qui grippe pour la reine de Numénor. Un petit peu plus tard, on a Galadriel qui s'enfuit de ses geôles et va rendre visite à Tar Palantir. Elle y découvre Myriel qui lui explique pourquoi l'arrivée de Galadriel est un mauvais présage pour Numénor. Selon la vision qu'elle a reçue du Palantir, c'est l'arrivée de Galadriel qui déclenche les événements menant à la ruine de son île. Galadriel découvre d'ailleurs elle-même cette vision en touchant la pierre, et le lendemain, Galadriel est escortée vers un bateau pour qu'elle quitte Numénor, mais pile à ce moment-là, l'arbre blanc commence à perdre ses feuilles. Alors on le sait, les symboles dans l'univers de Tolkien sont extrêmement puissants, et c'est là qu'on assiste à un retournement de situation de la part de Myriel, qui décide que voilà, c'est un présage qui me dit qu'il faut que j'aide cet elfe. Au moment où elle part de mon île, l'arbre perd ses feuilles, c'est qu'en fait j'ai fait une erreur, il faut que j'aide Galadriel, et elle décide donc de créer un contingent de volontaires pour partir en Terre du Milieu, et elle-même va le diriger en compagnie d'Elendil. C'est l'heure pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, ça me ferait très plaisir que vous ajoutiez un petit pouce en l'air et un commentaire, ça aide évidemment la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et puis si vous appréciez mon travail sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la série House of the Dragon, ou bien la pop culture en général, bien surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche, ça aide vraiment beaucoup. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. J'en profite pour parler un tout petit peu d'Isildur, puisqu'on le voit dans une nouvelle scène de l'épisode 4, où en fait il fait exprès d'être renvoyé de la garde des mers. Alors il n'avait pas spécialement prévu qu'il soit renvoyé avec ses deux potes, mais bon, voilà, et au final il décide de se rendre volontaire, tout comme ses amis, dans le corps expéditionnaire pour la Terre du Milieu avec son père. En Eregion, la construction de la tour de Celebrimbor avance bien grâce au renfort des nains. Ça donne d'ailleurs l'occasion d'avoir un superbe plan qui rappelle un petit peu les tableaux de la tour de Babel. Mais le seigneur Elfe explique à Elrond que son ami Durin reste très distant pour une raison qui lui échappe. Elrond va donc mener sa petite enquête à Khazad-dûm et rencontre Dissa qui lui ment tout simplement éhontément. Elle lui dit que Durin est occupé un petit peu plus tard, voilà, bon, il faut un petit peu partir, monsieur Elrond. En fait, Elrond insiste un petit peu et on le voit regarder de très très loin avec sa vision elfique et lire sur les lèvres de Durin et de Dissa, et il découvre en réalité le poteau rose. Durin et Dissa lui cachent quelque chose. Il se rend dans cette fameuse mine secrète et découvre le gisement d'un minerai inconnu. Évidemment, on découvre ensuite que c'est bien le mithril, qui va d'ailleurs être nommé pour la première fois dans cette scène entre Durin et Elrond. Durin, avant de lui en parler, lui fait jurer de ne jamais en parler à qui que ce soit. Elrond accepte et jure sur la mémoire de son père et Arendil. C'est là qu'on assiste à une vraie scène d'amitié entre l'elfe et le nain. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'on entend pour la première fois parler de mithril pour évoquer ce nouveau minerai plus léger que la soie, plus dur que le fer et plus coûteux que l'or. Un peu plus tard, un coup de grisou a lieu et plusieurs nains sont pris au piège.
On assiste alors à une lamentation de Dissa et d'autres nains pour prier que la montagne les libère. Fort heureusement, tous les nains survivent, mais le roi de Khazad-dûm annonce à Durin qu'il ferme la mine, ce qui rend son fils furieux bien évidemment. Elrond explique à Durin qu'il devrait tout de même profiter de son père tant qu'il est avec lui, et un peu plus tard, les deux Durin partagent une conversation secrète dans laquelle Durin décide d'accompagner Elrond au royaume de Lindon pour en apprendre un peu plus sur les motivations du roi Gil-galad. Du côté des terres du sud, on a Arondir qui rencontre enfin Adar, le grand méchant pour l'instant de cette séquence, de cette première moitié de saison 1. Il s'agit d'un elfe véritablement bourré de cicatrices, peut-être un elfe corrompu, probablement par Sauron, difficile à dire, mais en tout cas voilà, il s'agit d'un elfe. Adar, en elfique, ça veut dire père. Les orques ont une relation très particulière avec ce personnage-là. Pourquoi ? Parce qu'il l'appelle Seigneur Père. Et lui-même a une relation particulière avec eux, puisque on a l'impression dans son regard qu'il y a une espèce de respect envers les orques, parfois même de l'amour. Dans cette scène qu'il partage avec un orque mourant, où il décide d'abréger ses souffrances, on le voit quasiment au bord des larmes, au moment où il décide de l'exécuter pour abréger ses souffrances. En tout état de cause, Adar donne un message à Arondir pour qu'il le transmette aux hommes partis se réfugier dans la tour de garde d'Ostirith. Il lui dit tout simplement « Renoncez aux terres du Sud et acceptez ma domination, ou bien mourrez ». Les villageois des terres du Sud, parlons-en justement, ils ont décidé de tous se regrouper dans la tour de garde d'Ostirith. Ça donne effectivement des vibes très intéressantes de Gouffre de Helm, où on a les villageois qui se regroupent à un endroit pour se défendre plus facilement. Le problème, c'est que y a pas de vivres à cet endroit-là. C'est d'ailleurs très étrange de voir que ces deux adolescents qui partent en expédition pour récupérer des vivres à un endroit extrêmement dangereux, mais bon, on va dire que le scénario l'appelait. Sur place, Théo est attaqué par un orc et abandonné par Rowan, son ami. Théo se défend avec sa lame qu'il convoque en faisant couler son sang. D'ailleurs, on voit l'orque lécher sa lame après avoir coupé la jambe de Théo, ça ressemble beaucoup à une scène similaire qu'on voit dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Arondir, en parfait Deus Ex Machina, sauve Théo de la mort, ils partent dans une course-poursuite dans la forêt, poursuivis par des orques. Là-dessus arrive Bronwyn et tous sont sauvés de justesse par l'arrivée d'une clairière et surtout du soleil, puisqu'on le rappelle, dans cette série, on respecte vraiment le fait que les orques n'aiment pas ou souffrent face au soleil. De retour sur la tour de garde, Théo partage une scène avec Waldreg qui est le tavernier de Tirharad, et qui lui dit « Bon, j'ai bien compris que tu m'avais volé mon épée brisée, et je sais exactement ce que c'est », il lui montre d'ailleurs une marque sur son bras, une marque qui ressemble exactement à celle qu'a fait la lame sur le bras de Théo quand il l'a convoqué. Waldreg annonce d'ailleurs complètement ses intentions auprès de Théo, il lui dit qu'il est loyal à Sauron et qu'il se prépare à son retour. Il pense d'ailleurs que le météore qui est arrivé sur la Terre du Milieu est un signe du retour de Sauron. Attention, il n'est pas en train de dire que le météore c'est Sauron, il est en train de dire que ce météore est un signe de l'arrivée et du retour du Seigneur des Ténèbres. Comme la semaine dernière, je voulais vous proposer de revenir sur plusieurs références intéressantes que j'avais envie de partager avec vous, un petit peu de décryptage sur les références cool qui apparaissent dans cet épisode 4 des Anneaux de Pouvoir. On a pas mal de name-dropping dans le discours de Pharazôn face aux Núménoréens, il cite notamment les Edain. Les Edain, ce sont des humains qui ont aidé les elfes dans la guerre contre Morgoth au Premier Âge. Et pour rappel, ils ont été récompensés par les Valar, par la création de l'île d'Elenna qui deviendra ensuite Núménor. Pour rappel, puisque je vous en ai parlé dans le décryptage de l'épisode 3, Elros est le demi-elfe frère d'Elrond, lui a choisi les humains quand son frère a choisi les elfes, il est devenu le premier roi de Núménor, et la dynastie numénoréenne en place descend de lui. Pharazôn évoque aussi le nom d'Arménélos. Arménélos, c'est la capitale et la plus grande ville de Núménor. On l'appelle aussi parfois Arménélos la Dorée ou la Cité des Rois. Kemen, le fils de Pharazôn, qui est un ajout original à la série, parle aussi à Eariel, qui est également un ajout original de la série. Il évoque le nom de Meneltarma. Meneltarma, pour rappel, c'est la montagne sacrée qui est au centre de l'île d'Elenna, où est si l'empire de Núménor. Encore du name dropping dans la scène que partagent Elendil, Galadriel et Myriel. Myriel parle de l'empereur de Rhûn. Alors Rhûn, c'est littéralement l'Est, c'est situé évidemment à l'extrême orient de la Terre du Milieu, on y trouve bien sûr les Orientaux, une peuplade que l'on voit notamment au 2e âge et au 3e âge, et ils sont surtout connus pour être des serviteurs de Sauron.
J'ai aussi noté qu'un des potes d'Isildur s'appelle Valandil. Valandil, c'est un prénom qui a déjà été utilisé par Tolkien plusieurs fois dans ses bouquins. On a par exemple Valandil, le fondateur de la dynastie des rois d'Andúnier à Númenor, mais on a aussi un Valandil qui est le plus jeune fils d'Isildur dans les bouquins. Alors est-ce que ça veut dire que la série fait une référence au fait que il va se passer quelque chose avec Valandil, le pote d'Isildur, qui plus tard va lui donner envie de nommer un de ses fils en honneur de cet ami? C'est possible. En tout cas, c'est une référence plutôt sympathique, je trouve. Lorsqu'il parle avec Adar, Arondir lui dit qu'il est né dans le Beleriand. Alors pour rappel, le Beleriand, c'est un territoire de la Terre du Milieu à l'ouest de ce que l'on connaît à l'heure actuelle de la carte habituelle de la Terre du Milieu. Pourquoi on ne le voit pas dans la Terre du Milieu actuelle? Tout simplement parce que c'est une partie de la carte qui a été complètement submergée durant le Premier Âge, après les guerres contre Morgoth. À Ostirith, on a aussi Bronwyn qui name drop le nom d'Orodruin. Orodruin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la montagne que l'on voit un petit peu plus loin à l'arrière-plan quand on est derrière la tour d'Ostirith avec Arondir. Et Orodruin, vous le savez peut-être ou pas, mais c'est tout simplement la montagne du destin. On a aussi Elrond qui parle avec Durin de son père et Arendil, et qui donne pour la première fois une vraie description de ce qui est arrivé à son père, de son histoire. Alors Eärendil, je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière dans l'épisode 3, le décryptage. Eärendil, c'est un marin demi-elfe qui s'est rendu connu par ses exploits durant les guerres du Premier Âge, et le personnage est littéralement devenu une étoile. Durant la scène autour du Palantir que partagent Galadriel et Myriel, on voit plusieurs objets qui sont disséminés ça et là. Alors on voit évidemment une épée qui ressemble beaucoup à Narsil, à voir si effectivement c'est celle-là et est-ce qu'elle échouera à Elendil ou surtout comment elle échouera à Elendil. Ça évidemment, on le verra plus tard j'espère. Mais on voit surtout aussi un bouclier avec une aile de cygne dessus et une hache. Alors pour moi, il est tout à fait possible que ce soit le bouclier et la hache de Tuor. Tuor, c'était un Edain du Premier Âge, un grand guerrier des hommes. Il portait un bouclier avec une aile de cygne dessus, et il se battait avec une hache nommée Dramborleg. Et c'est avec cette hache qu'il a notamment tué 5 Balrogs durant la chute de Gondolin. Oui, 5 Balrogs. Chose intéressante, après son départ pour l'Ouest et Valinor, Tuor a laissé Dramborleg à Elros, et la hache est donc gardée à cette époque par ses descendants à Númenor. Je reviens sur cette histoire de coup de grisou dans la mine avec Elrond et Durin. Au moment où on entend ce bruit, on entend aussi ce qui ressemble à un hurlement bestial. Je suis en train de me demander en fait si c'est pas déjà en creux les petites références au fait que le Balrog est en train de se réveiller. On le sait puisqu'on l'a vu dans les bandes annonces précédentes de la série. Il va y avoir un Balrog dans cette saison 1. On l'a vu en tout cas à grand renfort d'effets spéciaux apparaître dans un plan final d'un des trailers. Donc je me dis que peut-être que ce qu'on a entendu, c'est le cri d'un Balrog. Enfin, dernière petite référence, quand Isildur est en train de parler à Eariel, on voit une mosaïque derrière eux où l'on voit des hommes et des elfes en train de se battre contre une créature un petit peu aquatique, ce qui est une référence évidemment au fait que, à une époque, les elfes et les hommes, les Edain, étaient vraiment alliés, ce qui n'est plus le cas désormais à Númenor, et ce qui est bien une problématique évidemment mise en lumière par l'arrivée de Galadriel. Vous savez, un des trucs qui m'intéresse le plus dans cette série, c'est le fait qu'il y a pas mal de choses qui sont laissées libres à l'interprétation, donc c'est évidemment le moment habituel et hebdomadaire de mes théories sur cet épisode 4. Évidemment, je voulais revenir sur le personnage d'Adar, cet elfe plein de cicatrices qui semble avoir été corrompu, probablement par Sauron, même s'il ne le name drop pas, il me semble, dans la conversation avec Arondir. Est-ce que c'est véritablement un lieutenant de Sauron? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas simplement quelqu'un qui essaye de se mettre en place comme le nouveau Seigneur des Ténèbres face aux orques? C'est possible aussi, à moins que ce soit en réalité un lieutenant de Sauron qui essaie de préparer le terrain au retour du Seigneur des Ténèbres. En tout cas, c'est un elfe, ça c'est certain. Quel est-il? Est-ce que c'est un personnage que l'on connaît du lore de Tolkien? C'est possible aussi. J'ai évidemment beaucoup de questions à poser et pas beaucoup de réponses. En tout cas, je me suis assez intéressé à ce qu'il dit. Il dit à Arondir qu'on lui a beaucoup menti et que pour effacer tous ces mensonges, il faudrait recréer le monde, quelque chose que seul un dieu pourrait faire, mais je ne suis pas un dieu, du moins pas encore. Évidemment, très intéressant cette phrase. Est-ce que le plan d'Adar, c'est de devenir une espèce de dieu, une espèce de demi-dieu? C'est évidemment quelque chose qu'on peut se poser. Et est-ce qu'il est en lien avec Sauron, ou est-ce que c'est un agent indépendant? C'est une question qu'on peut se poser, et évidemment, j'ai très hâte
d'avoir la suite autour d'Adar. Évidemment, il y a toute cette histoire autour de la marque de l'épée sur le bras de Waldreg. Il en parle à Théo, il est très clair sur la question, il est loyal à Sauron, et pour lui, les hommes qui sont loyaux à Sauron doivent se préparer à la bagarre, ils doivent se préparer à son retour, et donc ça veut dire que potentiellement, en creux, il va y avoir des dissensions, voire une rébellion à l'intérieur de la tour de garde d'Ostyris, alors que Bronwyn et Arondir préparent évidemment la bataille contre les orques. Est-ce que on va avoir des gens à l'intérieur qui vont justement contrecarrer ses plans, ouvrir potentiellement les portes de la garde? Ça c'est tout à fait possible, et Waldreg a l'air d'être clairement un mec en qui il faut pas faire confiance. Se pose aussi la question de ce que va faire Théo. Est-ce que Théo va suivre les conseils de Waldreg? Est-ce qu'il va suivre sa mère? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va probablement y avoir un nœud scénaristique autour d'Hostilis, puisque Adar, à la fin de l'épisode 4, apprend que l'épée brisée est en possession de Théo à Hostilis, donc il va probablement mener l'assaut. Il y a pas mal de choses à dire autour de Halbrand également, même s'il apparaît assez peu dans cet épisode 4, il dit beaucoup de choses de type assez sauronesque, j'ai envie de dire. Notamment lorsque Galadriel le retrouve dans les cachots, il lui dit « Vous seriez sage de déterminer ce que votre opposant craint le plus et de lui donner un moyen de maîtriser cette peur pour qu'en retour vous le maîtrisiez. » Alors je sais pas vous, mais ça ressemble vraiment au mode opératoire de Sauron. De même, il insiste à nouveau pour que Galadriel le laisse sur l'île de Numénor et parte faire ses affaires en Terre du Milieu, mais que lui reste à Numénor. Encore une fois, on le sait, Sauron a très envie d'être seul à Numénor. Est-ce que Halbrand est Sauron? C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a pas mal de pistes qui mènent à cette conclusion. Est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-être pas. Ensuite, il conseille à Pharazôn de laisser Galadriel partir, et évidemment ça laisse les deux hommes seuls à seuls. Est-ce que les deux partagent une discussion? On peut se poser la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la prochaine fois qu'on voit Halbrand, il n'est plus dans les cachots. Est-ce qu'il a été libéré sur ordre de Pharazôn? Est-ce que c'est sur ordre de Myriel? La question est en suspens. D'un point de vue plus personnel, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans cet épisode 4, il y a aussi des choses qui m'ont moins plu. Alors ce qui m'a plu, évidemment, cette scène de la lamentation de Dissa, je trouve que c'était très beau, très poétique. C'était évidemment très bien chanté, très bien orchestré par Bear McCreary. J'ai beaucoup aimé. Je vous l'avais dit dans mon décryptage de l'épisode 3, ça m'avait manqué de voir Elrond et Durin, et là pour le coup j'ai été servi. On a évidemment des discussions très intéressantes entre ces deux personnages, mais aussi le côté très humoristique, le ping-pong de vannes entre les deux personnages qui reprend à la fin de l'épisode 4, et ça m'a fait très plaisir de les retrouver. Ensuite, on a aussi l'impression que l'intrigue semble enfin se débloquer et tendre vers un début de mise en marche, en tout cas une espèce d'accélération. Tout porte à croire qu'il va y avoir un petit peu d'action du côté d'Hostilis. On va aussi avoir les Numénoréens avec Elendil, Myriel et Galadriel qui partent vers la Terre du Milieu. Donc on sent que on s'axe vers une fin de saison qui part un petit peu sur les chapeaux de roue, et enfin, ça fait plaisir. Je sais que beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, avaient hâte que des choses se passent, puisque beaucoup me disent toutes les semaines qu'il se passe rien, qu'on s'ennuie. Alors moi je m'ennuie pas, mais je peux comprendre ce que vous êtes en train de dire. Mais voilà, on sent que voilà, sur cette première moitié de saison, on mettait les enjeux en place, et maintenant sur la deuxième moitié de saison, il va se passer des choses, un petit peu d'action. Il y a aussi quelques petits points qui m'ont moins plu, alors surtout cette scène de ralenti dans la course-poursuite entre Arondir, les orques et Théo. Je trouve que c'est sympathique, il se passe même des choses très sympas. Le problème en fait, c'est qu'il y a trop de ralenti. Je trouve que c'est too much d'en avoir fait autant. Le fait que toute cette course-poursuite soit au ralenti, je trouve que c'est un petit peu... bon... C'est pas dingue, quoi, en termes de mise en scène. Il y avait certainement mieux à faire. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop à mon goût. Autre chose, on a deux scènes qui sont partagées entre Kemen et Eariel. Alors, fille inventée d'Elendil d'un côté et fils inventé de Pharazôn de l'autre. C'est des scènes qui vont certainement, évidemment, avoir un intérêt plus tard. Je trouve que pour l'instant, ça fait un petit peu balourd, et alors le fait qu'ils nous mettent en place une espèce de mec qui essaie de se rapprocher, de draguer Eariel, je trouve ça un peu... ça tombe un peu à plat chez moi. Pour conclure rapidement, j'ai apprécié cet épisode 4. Je trouve que tout ce qui se passe à Numénor et à Khazad-dûm est hyper intéressant. C'est aussi là-bas que ça bouge le plus. On a aussi l'arrivée d'Adar qui est très cool, le personnage est à la fois énigmatique et un peu flippant, et je suis très curieux d'en voir plus. Je vous l'ai dit, on est arrivé à mi-parcours de cette première saison, et les choses sont en train de démarrer. J'ai hâte évidemment de voir la suite accélérer pour avoir des séquences hyper cool.
Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode 4 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 1, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et puis si vous appréciez mon travail et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour voir le reste de mon travail sur les Anneaux de Pouvoir, sur la pop culture en général, et puis sur House of the Dragon aussi, en ce moment on en parle beaucoup. Quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut à tous!